Bonjour à tous, merci à Alexion d'organiser ce symposium. Merci professeur Peretti pour votre topo très clair sur l'hypercholestérolémie familiale. Donc je vais vous présenter le diagnostic différentiel beaucoup plus rare, le déficit en lipase acide lysosomale. Alors, pour commencer, donc un rappel physiopathologique sur ce déficit en lipase acide lysosomale qui est lié à une mutation du gène LIPA. Il y a environ 120 mutations décrites et qui est de transmission récessive. Donc ce gène LIPA, il va coder pour la lipase acide lysosomale qui a pour fonction d'hydrolyser les esters de cholestérol et les triglycérides qui, en cas de déficit, vont s'accumuler dans le lysosome des macrophages de nombreux organes. C'est vraiment une maladie multisystémique, dont le foie et l'intestin. Cette maladie, elle est très hétérogène. Sa sévérité, elle ne dépend pas uniquement de l'activité enzymatique et résiduelle, mais probablement d'autres voies alternatives. Et donc c'est tout un spectre qui va de la maladie de Wolman, donc la forme très précoce, qui est une forme rapidement progressive avec un décès qui survient dans les premiers mois de vie en l'absence de traitement, à la forme plus tardive qui va surtout nous intéresser aujourd'hui, avec une dyslipidémie, avec une augmentation des LDL, aussi des triglycérides et des HDL bas, la survenue d'événements cardiovasculaires précoces et une atteinte hépatique, donc qui va constituer vraiment un diagnostic différentiel de l'hypercholestérolémie familiale. Donc ce déficit en lipase acide lysosomale, ça va être un piège diagnostique déjà parce qu'il est extrêmement rare. Ça va de 1 sur 40 000 à 1 sur 300 000 personnes en fonction de l'origine géographique. L'histoire familiale, elle peut être peu évocatrice puisque la transmission, elle est récessive, donc contrairement à l'hypercholestérolémie familiale qui va être de transmission dominante. Il y a de nombreux points communs avec cette hypercholestérolémie familiale, donc la dyslipidémie, mais avec, comme on l'a dit, une atteinte aussi des triglycérides, avec une élévation des triglycérides et des HDL bas, la survenue d'événements cardiovasculaires et une atteinte hépatique qui peut rester longtemps asymptomatique, donc qui conduit à un retard diagnostique important. Il y a une méta-analyse brésilienne qui a été publiée récemment en 2022 qui est très bien faite, qui reprend 108 études réalisées dans plus de 30 pays et qui décrit 208 enfants avec un déficit en lipase acide lysosomale, toutes formes confondues. Et on voit pour la forme tardive que l'âge de premier symptôme est très variable, 4 ans en moyenne, mais ça va de 1 à 17 ans. Comme on l'a dit, un retard diagnostique important. Et une maladie qui évolue finalement assez rapidement, même pour ces formes tardives, avec des enfants qui décèdent en moyenne à 13 ans et demi. Voilà, donc une maladie quand même grave. On voit au diagnostic que l'hépatomégalie est présente dans 88% des cas. Donc attention, si on suspecte cliniquement une hypercholestérolémie familiale, mais qu'il y a une hépatomégalie, on est peut-être face à un déficit en lipase acide lysosomale. Vous voyez ici les valeurs des paramètres biologiques au diagnostic avec des atteintes qui peuvent être finalement modérément augmentées chez ces enfants. Donc, dans ce contexte de diagnostic difficile à faire, il y a plusieurs études qui ont été publiées où certains centres, voire même certains pays, vont réaliser un dépistage de ce déficit en lipase acide lysosomale chez leur cohorte de patients qui ont une hypercholestérolémie familiale diagnostiquée cliniquement sans signature génétique. Donc c'est ce qui a été fait dans cette étude portugaise publiée en 2017. Ils ont pris toute leur cohorte de patients qui avaient un diagnostic clinique d'hypercholestérolémie familiale sans mutation. Ils ont screené le gène LIPA et sur les 492 patients analysés, finalement, il y en avait 4 qui étaient homozygotes pour ce déficit en lipase acide lysosomale. La même chose a été réalisée aux Pays-Bas en 2016 et cette fois-ci, sur 276 patients analysés, il n'y en avait aucun qui avait un déficit en lipase acide lysosomale, mais par contre, il y en a 6 qui étaient hétérozygotes et porteurs d'une mutation pathogène, mais qui n'avaient pas de déficit, qui avaient un dosage enzymatique normal. Enfin, cette dernière étude, elle a été publiée récemment, c'est une étude réalisée en Slovénie, publiée en 2022, qui est assez intéressante. En fait, en Slovénie, ils font un dépistage de l'hypercholestérolémie familiale au niveau national en faisant un bilan lipidique de tous les enfants en âge préscolaire, donc plus de 20 000 enfants qui ont des prises de sang, une très bonne couverture nationale.
Et donc, s'il y a une perturbation de ce bilan lipidique, ils vont en fait mettre ces patients sur une puce NGS où il y a les gènes de l'hypercholestérolémie familiale et le gène LIPA. Et de cette façon, il y a 669 patients qui ont été analysés et 3 patients qui avaient un déficit en lipase acide lysosomal homozygote. Donc on voit l'intérêt vraiment de ces cohortes très larges pour faire ces diagnostics vraiment rarissimes. Donc, une fois qu'on a fait ce diagnostic de déficit en lipase acide lysosomal, la question est de savoir comment est-ce qu'on va prendre en charge ces patients. Et donc, il y a beaucoup de choses qui ont été essayées. Même si la survenue d'événements cardiovasculaires n'a pas été largement rapportée, on a quelques études observationnelles qui montrent la survenue de plaques d'athérome à un âge précoce. Et donc, des traitements par statine ont été proposés chez ces patients. Alors, contrairement à l'hypercholestérolémie familiale, ce n'était pas très efficace chez ces patients sur la dyslipidémie. Et en plus, il y a eu certaines études où ils ont décrit une aggravation de la teinte hépatique, avec comme explication que les statines vont augmenter l'expression des LDL récepteurs, augmenter l'absorption du LDL plasmatique, ce qui va conduire en fait à une majoration de la surcharge lysosomale en ester de cholestérol chez ces patients. L'ézetimibe a été plus efficace pour traiter la dyslipidémie, mais sans efficacité tellement sur l'atteinte hépatique. La transplantation hépatique, donc c'était pas vraiment une solution satisfaisante, mais bon, il y a certains patients qui ont été transplantés en dernier recours. Et en fait, on a observé chez ces patients une progression extra-hépatique de la maladie qui est vraiment multisystémique, notamment sur le plan cardiovasculaire. Et sur le plan rénal. Et il y a certains papiers qui ont montré aussi une récidive de la maladie sur le greffon. La greffe de moelle, elle a été proposée surtout dans les formes précoces, donc la maladie de Wolman, avec initialement un taux de mortalité très très important chez des enfants qui étaient très fragiles, en mauvais état général, et plus récemment des succès rapportés, mais après une première phase d'enzymothérapie qui permettait que les enfants abordent la greffe en meilleur état, en meilleures conditions. Donc finalement, le tournant dans la prise en charge des déficits en lipase acide lysosomal, c'est l'enzymothérapie, donc la CB-lipase alpha, l'enzyme recombinante humaine, qui est à l'AMM depuis 2015. Donc cette enzymothérapie, elle a vraiment permis de révolutionner la prise en charge des formes précoces en prolongeant la survie. Et son efficacité est en train d'être démontrée dans les formes tardives à travers plusieurs études, notamment celle-ci, l'étude EURISE, dont les résultats finaux à 5 ans ont été publiés récemment en 2022. Donc dans cette étude, c'est une étude multicentrique qui a inclus 66 patients. Il y avait une première phase de 20 semaines en double aveugle contre placebo, puis une deuxième phase de 130 semaines ouverte, et encore une troisième phase ouverte de 104 semaines, donc 5 ans au total. Et ils ont montré dans cette étude que la fibrose se stabilisait, avec même une amélioration de la fibrose hépatique chez environ la moitié des patients. Les transaminases diminuaient également, avec une normalisation aussi chez la moitié des patients, c'était leur critère de jugement principal, et une amélioration de la dyslipidémie. Alors les mêmes auteurs, donc l'équipe de Barbara Burton à Chicago, ont publié la même année, donc en 2022, une autre étude où en fait ils ont inclus tous les patients qui avaient été exclus de l'étude EURISE car trop graves. Donc les patients les plus graves, les plus jeunes, il y avait 2 patients qui avaient une greffe de moelle dans l'enfance, 2 patients transplantés hépatiques avec une récidive de la maladie sur le greffon. Et il y avait 31 patients au total inclus. Et ils ont regardé, entre autres, l'évolution de l'histologie hépatique entre l'inclusion et la semaine 48. Donc, il y avait 27 patients biopsiés. Ils ont observé une stabilisation chez 13 patients, une aggravation chez 5 patients et une amélioration chez 9 patients. Ils ont regardé également l'évolution de l'histologie hépatique entre l'inclusion et la semaine 96. Donc, il y avait moins de patients biopsiés, il n'y en avait que 16. Ils expliquent dans l'étude qu'en fait, ceux qui allaient bien, qui étaient stables, ils n'ont pas forcément accepté d'être rebiopsiés. Et donc là, cette fois-ci, il y en a 7 qui se sont stabilisés, 6 qui se sont aggravés et 3 qui se sont améliorés. Donc globalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a globalement une stabilisation de l'atteinte hépatique. Certains patients s'améliorent, mais d'autres s'aggravent. Voilà, ils décrivent bien dans l'étude que ceux qui s'aggravent, c'est les patients les plus fragiles et les plus graves. Et donc, ils émettent l'hypothèse que si on fait un diagnostic précoce, on pourra introduire le traitement précocement et avoir une meilleure efficacité.
Alors, juste un mot de notre cohorte de patients qu'on suit à Necker avec un déficit en lipase acide lysosomale de forme tardive. Donc, on en a 8, avec un profil en fait, qui ressemble beaucoup à ce qui est décrit dans la littérature. Donc, un âge médian au diagnostic très variable, un grand délai entre le diagnostic et l'enzymothérapie, puisqu'elle était disponible qu'à partir de 2011 dans le cadre d'essais cliniques, et un recul de plus de 12 ans pour certains. Au diagnostic, ils avaient tous une hépatomégalie, une perturbation du bilan lipidique et hépatique, et il y en a un qui avait une cirrhose au moment du diagnostic, mais il y en a trois patients supplémentaires qui ont développé une cirrhose entre le diagnostic et le début de l'enzymothérapie. Ils avaient tous pour consigne de suivre un régime plutôt pauvre en triglycérides à chaîne longue, mais bon, avec une observance assez modérée. Au bout de 2 ans d'enzymothérapie, il y en a 7 sur 8 qui avaient normalisé leur bilan lipidique. Et il y en a un seul qu'on a endoscopé avec une endoscopie qui était normale macroscopiquement et à l'histologie. C'est pas forcément ce qui est rapporté dans la littérature. Il y a eu des cas décrits de surcharge lipidique à l'endoscopie. Mais bon, pour lui, c'était normal. 3 patients reçoivent toujours de l'ézetimibe. Tous les patients ont normalisé leur bilan hépatique après 2 ans d'enzymothérapie, et il y a 3 patients seulement qui ont été biopsiés avant le début de l'enzymothérapie et après au minimum 2 ans de CB lipase, et on a vu chez ces patients une diminution de la stéatose et globalement une stabilisation de la fibrose. Donc bon, c'est juste une image donc difficile d'extrapoler, mais vous voyez à droite, après 4 ans de CB lipase alpha, en fait, il y avait quand même une petite diminution de la fibrose, et il y avait surtout des macrophages spumeux qui étaient moins volumineux et moins nombreux sur ce marquage CD68, et la stéatose était moins importante également, même si c'est pas vraiment visible sur cette coloration. Alors juste un mot rapide sur les formes précoces. On suit 5 patients avec une forme précoce, donc la maladie de Wolman à Necker, et on voit que le tableau il est complètement différent. Donc c'est pas vraiment un diagnostic différentiel de l'hypercholestérolémie familiale, puisque le tableau est vraiment très particulier, avec un diagnostic très précoce, voire même anténatal chez 3 patients sur 5 du fait de l'histoire familiale. Une enzymothérapie qui a été débutée très, très rapidement. Pareil, un recul de plus de 12 ans chez certains. Au diagnostic, un tableau digestif quand même très marqué, avec diarrhée, vomissement, retard de croissance. Ils avaient tous une hépatomégalie et des calcifications bilatérales des surrénales. Pour l'évolution, donc il y en a 2 qui présentent des douleurs abdominales un peu chroniques qu'on n'explique pas forcément très très bien. Il y en a une qui a vraiment un tableau très sévère de malabsorption totale, qu'on a beaucoup de mal à alimenter, et les 3 autres vont plutôt bien. Ils reçoivent tous un régime assez strict, pauvre en TCL, enrichi en TCM. Il y en a 2 qui ont eu besoin transitoirement de nutrition entérale. C'est les 2 qui ont des douleurs abdominales un peu chroniques. Et il y en a une, comme je le disais, qui est dépendante d'une nutrition parentérale prolongée, avec une entéropathie exsudative majeure et une malabsorption. Donc pareil, même au sein de ces formes précoces, une présentation très hétérogène de ces patients. Il y a 3 patients qu'on a endoscopés, et je vous montre juste une image qui est assez parlante. Donc bon, c'est notre patiente la plus sévère, mais globalement les images étaient similaires chez les 3 patients. Donc on n'est pas très étonné de la malabsorption, puisqu'on distingue à peine les villosités duodénales avec un infiltrat lipidique qui saute aux yeux. Donc c'était quand même après 2 ans de CB lipase alpha, et une bonne corrélation entre l'aspect macroscopique et histologique, avec de très nombreux macrophages spumeux dans le chorion et des vacuoles lipidiques colorées à l'huile rouge dans le cytoplasme de ces macrophages, mais aussi à la surface des entérocytes. Donc pour conclure sur ce déficit en lipase acide lysosomale, c'est vraiment un diagnostic différentiel de l'hypercholestérolémie familiale à avoir en tête, surtout si l'histoire familiale est peu évocatrice, puisque la transmission est récessive, et surtout si on a une perturbation du bilan hépatique. Ça peut être aussi un diagnostic différentiel de la stéatose hépatique non alcoolique, donc plutôt un diagnostic différentiel de l'adulte, sauf que la stéatose va être microvésiculaire et que les patients n'ont pas forcément un syndrome métabolique associé. La CB lipase alpha, donc elle va sauver des vies dans la forme précoce, mais elle va également améliorer les patients avec une forme tardive, surtout si elle est instaurée précocement, avec la nécessité quand même absolue d'un suivi sur le très très long terme, puisque c'est une maladie qui est assez imprévisible, avec des présentations très hétérogènes. Merci beaucoup. Merci Élise.
Bonjour Damien Sraville, merci beaucoup pour cette présentation très claire. J'avais 2 questions. Dans les maladies génétiques, souvent les traitements sont chers, donc je ne sais pas quel est le coût du traitement annuel pour cette pathologie. Et la deuxième chose, du coup, les patients vont vivre plus longtemps. Est-ce que la qualité de vie, où il y a des nouveaux symptômes qui sont décrits justement chez des patients qui vont vivre plus longtemps par rapport à ceux qui mourraient plus précocement? Est-ce que dans l'histoire naturelle, finalement, on décrit des nouvelles choses? Alors pour le coût, je ne saurais pas dire précisément, mais oui, ça doit être très cher. C'est très très cher. C'est remboursé pour les formes précoces et c'est en cours de réévaluation pour les formes tardives. Mais voilà, à part très très cher, je ne sais pas précisément. Et ensuite, pour l'évolution, c'est des patients qui ont plutôt une bonne qualité de vie. C'est pour ça que c'est très longtemps asymptomatique avec un retard diagnostique important. C'est des enfants qui à partir du moment où ils font des complications cardiovasculaires, etc., il n'y a pas énormément de plaintes fonctionnelles chez eux, pour les formes tardives, bien sûr. Ils ont quand même assez souvent mal au ventre. Et en particulier les formes tardives, et les parents notent bien que c'est des enfants qui ont mal au ventre, mais enfin, est spécifique. Et c'est vrai que quand on voit l'endoscopie de la petite, là, alors les formes tardives n'ont pas évidemment une endoscopie aussi typique que ça, mais on se dit que des macrophages spumeux dans la sous-muqueuse de l'intestin, ça doit faire un peu mal. J'avais juste une question. Dans les études que tu as présentées de dépistage de déficit en lipase acide chez des patients qui avaient une hypercholestérolémie familiale, est-ce qu'ils avaient tous une atteinte hépatique finalement associée ou pas? Oui, finalement, ils avaient tous une atteinte hépatique. En général, avant de mettre en place un traitement par statine, on fait tout le temps un bilan hépatique, donc on se dit qu'on peut difficilement passer à côté du diagnostic et qu'on va les explorer un peu mieux. C'est un très bon signe d'alerte, en tout cas, parce qu'ils avaient tous soit une perturbation du bilan hépatique et pour la plupart avaient une hépatomégalie. Donc, c'est vrai qu'avant de faire la génétique, on peut aussi faire le bilan hépatique. C'est un peu discorde. Donc. Noël ? Oui, moi j'avais en tête qu'on avait vraiment cette dyslipidémie quasi unique, en fait. Hyper LDL, hypo HDL et trigly éventuellement augmenté. Finalement, il n'y en a que la moitié que j'ai vu qui ont un HDL bas. Ouais. Donc finalement, on aurait plus de formes quasi pures, en fait, LDL seul, c'est ça? Alors, il y a aussi beaucoup de patients qui ont des triglycérides élevés. Mais en effet, alors en tout cas, nous, dans notre cohorte, c'est à propos de 8 patients, mais ils n'avaient pas tous les HDL bas. C'était limite inférieure de la normale, mais pas forcément effondré. Une notion aussi, c'est panethnique. On a absolument toutes les origines géographiques et ethniques. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous savez tout sur le cholestérol. Il y a une interro écrite dans 1 heure, là, après l'Assemblée générale. Donc, on va arrêter là. Merci, Élise.